Nathalie Vernupreus, je suis administratrice générale des données de la métropole de Lyon depuis 2015. J'ai eu la chance voilà, d'être à la création de ce poste, de le co-construire avec ma collectivité au sein de la direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information de la métropole de Lyon. Dire que ce poste a été créé juste après la création au sein de l'État du même poste, administrateur général des données. C'est l'État qui a néanmoins montré la voie en France et c'est une bonne chose. Et puis, bien entendu, le secteur privé compte de nombreux administrateurs généraux des données. Je tiens quand même à souligner que j'ai un grand nombre d'homologues dans les collectivités territoriales qui n'ont pas forcément cet intitulé de poste, mais qui, comme moi, développent l'accès et la valorisation de la donnée sur leur territoire, en lien toujours avec une optique nationale et européenne, on y reviendra. Donc voilà, un très grand plaisir de poursuivre cette mission au sein de ma collectivité et puis de participer dès que je le peux aux travaux d'Open Data France. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle particulière à faire Et passer. oui. Pour ton Magali, webinaire. tu me laisses annoncer sûrement une information que vous avez vue passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la France est sur le podium, est annoncée comme le pays, le premier pays en termes de développement de l'open data. Et c'est la première fois dans le classement qu'opère la Commission européenne que la France a voilà, cette place de premier. Et donc ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Ça veut dire que collectivement, l'État, comme les collectivités territoriales, comme un grand nombre d'acteurs, eh bien, notre engagement, il est récompensé, il est visible. On voit que la France, voilà, si elle atterrit première sur ce podium, c'est qu'il y a un engagement très fort. Donc, il y a beaucoup de critères qui sont jugés, mais il y a notamment toutes les politiques de la donnée qui sont portées par nos élus sur le territoire français. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est aussi un gage d'innovation, et c'est ce qu'on va voir, puisque ça traduit le nombre de données, mais notamment la qualité de la donnée que l'on met à disposition des citoyens. Donc, c'est une excellente nouvelle qu'on partage aujourd'hui. Alors, est-ce que tu souhaites avoir quelques petits propos préliminaires? Sinon, j'aurais bien une première question à te poser. Alors, je vais te laisser poser cette première question et j'en profite pour partager un support que j'ai fait pour un peu, voilà, pour avoir quelques repères que j'ai identifiés sur cette question de l'innovation. Allez, je tente de partager ce support. J'espère qu'il est visible par tout le monde. Et je te laisse m'interroger. Parfait, parce que là, on parle du coup de la place de la France en Europe. Et c'est vrai qu'à l'heure où la Commission européenne évoque cette valorisation de l'ouverture des données en dizaines de millions d'euros, finalement, quelle est la place de Lyon et comment Lyon se positionne, et notamment la métropole de Lyon que tu représentes, comment se positionne-t-elle par rapport à cette valorisation? Alors, quelques propos juste en préambule pour parler d'innovation, parce que derrière innovation, qu'est-ce qu'on entend? J'apprécie toujours d'aller chercher la racine latine et en fait, en tout cas, la racine du mot. Et cette racine latine, elle nous dit que innovare, c'est le changement par l'intérieur, c'est le changement intérieur, c'est le renouvellement. Et ça veut dire beaucoup, ça veut dire que cette innovation, elle nous bouscule. Et pour moi, il y a deux volets dans l'innovation. Il y a d'une part le résultat, c'est une idée qui est mise en œuvre, c'est une créativité qui est rendue utile. Donc, ça peut être un produit, une application, un service numérique et voire une nouvelle organisation. Il y a aussi de l'innovation dans le management, par exemple. Et puis, ça recouvre aussi un processus. Comment on innove? Comment on va de l'idée à la matérialisation de l'idée? Et en fait, dans ma présentation, je pense que je vais souvent confondre et le résultat et le processus. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, pour resituer aussi cette approche de la donnée comme levier d'innovation, alors je vais voir si vous voyez bien mon deuxième slide.
J'ai choisi une petite citation de Charlotte Perriand, qui est la designeuse du XXe siècle. Elle était dans l'ombre de Le Corbusier souvent. Elle était designeuse et architecte. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette citation? L'important, ce n'est pas l'objet, mais l'homme. C'est qu'en matière d'innovation, on est souvent tenté par l'innovation technologique. On ne voit souvent que d'ailleurs ce volet-là. Et on verra quelle est tout autre l'innovation. L'innovation technologique en fait partie, mais il y a de grandes variétés en termes d'innovation. Et puis d'autre part, j'ai choisi cette citation parce que si on est tous rassemblés aujourd'hui, c'est qu'on traite à un moment donné de la donnée dans notre quotidien. Soit nous sommes des ouvreurs, soit nous sommes justement des valorisateurs. C'est un objet qui est très technologique, qui est très abstrait, qui est très conceptuel. Et c'est souvent important de se rappeler pourquoi on ouvre la donnée et de passer de cet objet très numérique, en tout cas de cette notion très numérique, à son apport dans le quotidien et comment on remet l'homme au centre de notre démarche. Voilà pourquoi j'ai choisi cette petite citation en introduction. Et puis ce slide que vous voyez, je voulais juste parler d'une expérience donc, de la métropole de Lyon, mais qui est celle qui, a priori, est partagée par un grand nombre de territoires. La dernière étude sur la Smart City et les territoires connectés, publiée par Civiteo, le dit très bien parmi ses conclusions. On est passé de la donnée pétrole du 21e siècle, avec pour les territoires un objectif de développement économique très fort, d'attractivité des territoires, à la donnée comme catalyseur de la transformation, de la transition des territoires, et donc la place de la donnée et de l'innovation a vraiment évolué au cours de ces dernières années. Et si cette trajectoire est suivie par la métropole de Lyon, on voit qu'elle est assez globale au niveau français, quels que soient les territoires et quelles que soient les considérations politiques. On est bien dans une donnée qui dorénavant est un fluide pour favoriser l'innovation au service de la transformation des territoires. Alors, pour revenir quand même à la question de Magali, j'ai été chercher en fait sur la dernière étude qui date de 2020 sur cette fameuse création de valeur. Quand on innove, on crée de la valeur, on y reviendra, différentes formes de valeur. Et on peut se dire qu'avec ces milliards qui sont annoncés par la Commission européenne, donc c'est une étude qui a été faite par Capgemini en 2020, on peut dire que parmi nous, il y a un grand nombre de personnes qui participent à cette création de valeur, donc c'est extrêmement valorisant. Et souvent, on se demande, mais quelle est-elle cette création de valeur? Et l'innovation, en fait, est un vecteur de cette création de valeur. Je voulais juste rappeler aussi, pour pleinement répondre à cette question de comment justement on crée cette valeur-là, souvent l'open data et les démarches open data, elles se sont faites un peu en sous-main. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 10-15 ans, les pionniers comme Rennes, d'autres encore, ont ouvert les premières données et ça s'est souvent fait sur la base d'engagement personnel, des agents qui étaient convaincus d'ouvrir, que l'ouverture des données était facteur de transparence, facteur d'innovation. Et ils se sont mobilisés souvent en plus de leur activité, ce qui fait qu'on est plutôt dans une démarche initialement presque de Shadow IT. Le coût de l'ouverture de la donnée était presque invisible. Il y avait une invisibilité des acteurs de l'open data. Et puis, il y a eu des études, alors je vous montre celle-ci, mais il y en a eu plein d'autres, qui nous disent qu'en fait, on ne prend pas une donnée et on l'ouvre, et ça ne coûte rien à la collectivité. Derrière, il y a tout un mécanisme, et ça a été très bien expliqué par Vincent, par Jean-Marie, par un grand nombre d'intervenants avant moi dans ces webinaires. Et ce coût-là, en fait, il ne faut pas le minorer parce que ce coût-là, en fait, en le rendant visible, on mesure aussi que s'il y a une création de valeur derrière, il y a effectivement un investissement nécessaire et donc il y a un portage des élus qui est nécessaire pour faire reconnaître quelque part cette action qui est nécessaire pour mettre en ligne les données.
et cet investissement humain et financier qui est nécessaire pour ouvrir ces données. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec l'ouverture des données qui s'est intensifiée, on nous a demandé souvent de dire mais quel est le ROI de cette ouverture des données? On nous a souvent demandé, et au sein d'Open Data France et aussi de la FIN d'ailleurs, on s'est beaucoup interrogé sur, au fait, quel était le retour sur cet investissement, puisque dorénavant, on savait que l'open data avait un coût. Qu'est-ce qu'on gagnait à ouvrir les données? Au-delà, évidemment, de son obligation légale, de l'impact essentiel constitutionnel de redevabilité et donc d'accès à l'information. Et moi, je me suis un peu interrogée aussi sur le fait que c'est important, quand on parle de ROI, dans le secteur public notamment, c'est de passer au BIG. Alors pourquoi BIG? C'est le bénéfice en intérêt général. Alors j'avais aussi pensé à impact d'intérêt général, mais l'acronyme était un peu moins sympa. Donc BIG, pourquoi BIG? Parce que c'est important de se reposer la question de quel impact en matière d'intérêt général l'ouverture de la donnée va avoir. Et pour poursuivre, j'ai repris les icônes en fait, que proposait cette fameuse étude de la Commission européenne qui nous disait à quel point on crée de la valeur et des euros au travers de l'ouverture de la donnée. Et j'ai essayé de retraduire en fait ces icônes au regard de cette approche de l'intérêt général. D'abord, le marché. Évidemment, le marché, quand on ouvre des données, il y a un cercle vertueux qui se met en place, que nous, on a vraiment plébiscité sur le territoire en se disant, quand on ouvre des données, on a un potentiel de création de services aux citoyens qui s'accroît, des startups, des développeurs, des citoyens, des acteurs économiques s'emparent des données, créent des services qui bénéficient aux citoyens, créent de l'emploi en local, et cet emploi en local va générer de la valeur, un retour en matière d'impôts, et cet impôt va revenir au secteur public, et ce secteur public va avoir encore plus de moyens pour ouvrir davantage de données. Donc ça, ce cercle vertueux que nous, on a toujours plébiscité, on voit qu'il s'accompagne d'autres sujets. Par exemple, quand on dit l'emploi, cette deuxième icône, effectivement, on pense tout de suite à l'employabilité du secteur public, du secteur privé grâce à l'open data. On voit qu'il y a un grand nombre d'acteurs, notamment dans l'intelligence artificielle, dans les data sciences, dans la gouvernance des données. On a plein de partenaires auxquels on pense, que je citerai peut-être un peu plus tard, mais qui se sont déployés sur notre territoire et en Europe. Donc, il y a une création d'emplois, mais il y a aussi, et pour moi, c'est important en matière d'intérêt général, un grand accroissement des compétences qui sont développées en local. On voit que l'ouverture des données, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis au secteur public, privé, aux citoyens de parler de la donnée et de monter en compétences numériques globalement. Et ça, on y est très attaché à la métropole de Lyon. On fait un grand lien entre la médiation numérique et la médiation aux données. Donc ça, c'est une création de valeur. Et ça permet vraiment d'initier des démarches d'innovation. Quand vous comprenez la donnée, vous êtes en capacité d'innover à partir de cette donnée, d'imaginer des nouveaux services, des améliorations, etc. Et puis, après, il y a la question des secteurs. Effectivement, juste quelques mots pour dire qu'en ouvrant des données, on décilote bien évidemment. Donc, on fait se parler différents métiers. Quand on est dans une posture, on va dire, européenne, c'est différents secteurs qui vont travailler ensemble, l'agriculture avec l'énergie, etc. Et dans nos métiers, c'est des données qui ne seront pas créées doublement parce qu'un métier va la créer, un autre métier va la créer également. Donc, il y a une efficience du service public qui est développée. Et ce croisement en fait, des métiers, des savoirs, des compétences, des façons de faire, c'est un vrai gain en matière d'intérêt général. Et puis en matière d'efficience, évidemment, donc efficience des services publics, mais aussi vie sauvée par un grand nombre de données, suivi sanitaire, on l'a bien vu pendant la pandémie, cette ouverture de données qui a presque été exigée par les citoyens, on pense à Guillaume Rosier, mais à plein d'autres qui s'en sont emparés, eh bien ça crée vraiment ça rend possible des innovations et ça permet de suivre une pandémie, de mettre en face les actions qui vont être nécessaires pour répondre à ces effets. Enfin, le coût, évidemment que quand on ouvre des données, on permet à un grand nombre de s'en emparer, surtout de ne pas avoir à les créer.
Et je parlerai sur la métropole de Lyon, mais c'est valable sur plein de territoires, et en Europe, c'est encore plus juste. Souvent, on m'a expliqué, des chercheurs m'ont expliqué qu'ils arrivaient à accéder à des financements parce qu'ils exploitaient des données qui étaient ouvertes. Et en fait, le fait d'utiliser des vraies données dans des travaux de recherche, ça permettait d'accéder à des financements, de participer à des consortiums au sein de projets européens. Et donc ça, c'est vraiment un gain qui est immense en termes d'innovation, mais en termes aussi là encore, de monter en compétences grâce à des travaux de recherche qui peuvent atterrir sur nos territoires. Dernier point, le volet environnemental, organisationnel. On voit bien qu'en matière d'organisation, ouvrir des données, c'est faire dialoguer des acteurs différents qui vont découvrir leur métier, qui vont découvrir ce que c'est la donnée collectivement. Et c'est une méthode de management qui est vraiment qui permet l'intelligence collective. Et donc, on a effectivement tout à y gagner à cette ouverture de la donnée au travers de tous ces vecteurs de valeur. Je m'arrête là, on viendra sur certains points. Pour terminer sur cette première question, je vais essayer de faire… moi, il y a quelque chose qui me semble essentiel et qu'on a beaucoup travaillé sur le territoire, comme un grand nombre d'autres territoires. Pour moi, l'innovation et la création de valeur, elle est permise avant tout par l'intelligence collective, par le fait de rassembler des gens d'univers complètement différents. On en est tous convaincus, c'est vraiment pour moi la valeur essentielle de l'open data et ce qui va permettre de faire émerger des innovations. Enfin, et cette fois-ci, j'aurais terminé sur cette première question. Je considère que les acteurs de l'open data, ce sont aussi des designers. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'innovation et donc les méthodes de design de services publics en particulier, en tant qu'acteurs de l'open data, on les applique presque naturellement, ces méthodes. Et donc, on va favoriser l'innovation, mais en ouvrant, ne serait-ce que par l'ouverture des données. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vous montre ce petit schéma qui, en fait, qui représente le processus de design de service qui est défini. Donc là, c'est celui de l'Institut du design de Stanford, mais qui fait référence souvent dans les démarches de design. Et qui amène donc l'innovation. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une donnée? D'abord, on rentre en empathie avec le producteur de données. On a tous été au cœur des services pour aller chercher des données et faire en sorte qu'on les ouvre. Et puis, on entre en empathie et on écoute l'usage de la donnée. Parce que si au départ, on ouvrait uniquement la donnée pour une réutilisation, on va dire, pour en tout cas une utilisation agnostique, qu'on permette un usage complètement libre, c'est l'essence même de l'open data. Quand on est avec le producteur de données, en général, c'est le premier utilisateur. Donc, on va écouter les usages qu'il va identifier et on va se centrer, comme je le disais au départ, sur l'attente du citoyen, de l'humain. Et cette empathie, elle est très importante par rapport au producteur. Ensuite, on va définir avec lui comment on ouvre la donnée, pourquoi on l'ouvre. Et puis, on va aussi s'immerger dans le métier pour comprendre quels sont les attributs, ce qui est nécessaire d'ouvrir par rapport à la donnée initiale qu'on a identifiée. La phase d'idéation, on va rechercher avec notre interlocuteur quelles sont les métadonnées, comment on va décrire la donnée. Donc, on est vraiment dans une approche où on va échanger des idées sur le processus d'ouverture. On va prototyper cette ouverture. Et puis enfin, on va la tester et dans le processus de design, on va tester et évaluer cette ouverture de la donnée, comment elle est réutilisée, quels sont les retours de nos réutilisateurs. Donc, je voulais dire que ce processus d'innovation, en fait, c'est la donnée même qui devient, c'est l'ouverture de la donnée même qui devient un processus d'innovation. C'est important de l'avoir en tête pour aborder la question d'innovation et c'est important aussi de parler de design de service dès lors qu'on approche la donnée. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu décris là, c'est que on pourrait dire que la démarche d'ouverture des données, elle est presque nativement inclue elle inclut une démarche d'innovation.
dès le départ. Et donc, vous avez été en fait très tôt à l'initiative de projets innovants sur le territoire du Grand Lyon. Alors, pour répondre là-dessus, je vais vous donner l'exemple d'un outil qui est un outil assez classique d'optimisation des trajets sur un territoire. On en dispose pratiquement tous. Et puis, bien sûr, il y a, on va dire, une plateforme mondiale qui propose un outil pour bien se déplacer sur nos territoires français, qui évidemment, est leader sur ce marché-là. Je vous parle de ce projet qui s'appelait le projet Optimode Lyon. Ce projet, il a plus de 6 ans. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas forcément on va dire, de monopole de solutions pour mieux se déplacer sur un territoire. Et pourquoi je vous parle de cette expérience? Parce qu'elle a vraiment fondé, d'une part, la politique de la donnée et d'autre part, notre approche de l'innovation. Ce projet, donc, je crois il a été initié en 2014. L'objectif, créer collectivement donc, un outil pour mieux se déplacer sur le territoire. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle nous a permis d'aborder 3 volets qui ont vraiment fondé la question de la valorisation de la donnée sur le territoire. Premièrement, c'est évident, pour innover, il faut constituer un partenariat avec des acteurs multiples, c'est vraiment la base de l'innovation. Et donc, il y a un besoin d'ouverture qui va générer une intelligence collective et ne jamais oublier l'usager et le citoyen qui va être le bénéficiaire de ce service. Donc, bien l'inclure dans le process d'innovation, ne pas avoir peur des retours, même négatifs. C'est comme ça, le droit à l'erreur, c'est le principe essentiel de l'innovation. On a le droit de se tromper, on a le droit de tester. Et ça, c'est même un gage de dialogue avec l'usager. Donc, premier volet, de notre démarche d'innovation qu'on a retenu de cette politique de mobilité, c'est le fait de construire un partenariat solide avec de multiples acteurs et en premier lieu la recherche. J'en parlerai beaucoup, mais c'est important que les chercheurs soient bien présents dans ces démarches. Deuxième volet, pour nous, le projet est vraiment un levier d'accès à la donnée. Dans le cadre de ce projet, on a ouvert plus de 30 bases de données, dont certaines en temps réel. Et ça nous a permis, en fait, l'objectif collectif a permis naturellement d'ouvrir des données qui, au départ, n'étaient pas forcément standardisées, n'étaient pas forcément structurées. Et donc, il y a vraiment eu un effort collectif, une montée collective en compétences sur ce projet. Donc, on a créé ce premier GPS multimodal urbain. Il était vraiment avant-gardiste, en plus une solution open source. Et ce projet, en fait, il a permis de générer de la valeur à partir de cette innovation. On a estimé à 10 millions d'euros la création de valeur parce que un des prestataires, un des partenaires prestataires de ce projet a eu de nouveaux marchés, donc il a pu développer sa solution, notamment de mémoire au Canada et dans d'autres pays. Donc ça, c'est une vraie création de valeur. Il a créé de l'emploi, il a créé de la valeur. Et puis, on a estimé de mémoire à 30 000 tonnes, j'ai quelques doutes, de CO2 économisés par l'optimisation, tout simplement par l'optimisation des trajets, les personnes prenant plus les transports en commun, etc. Et puis, pour aller vite, on a également, et ça c'est l'essentiel, construit un cadre de confiance sur le territoire en conventionnant avec les producteurs, en développant une licence spécifique sur certaines données où on a exigé que l'utilisateur nous dise ce qu'il fasse de ces données et respecte les politiques publiques. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Vous dire que le territoire métropolitain est un de ceux qui dispose du plus grand nombre d'alternatives pour bien se déplacer sur le territoire. Je ne citerai pas les applications qui sont développées sur le territoire et qui sont présentes, mais en tout cas, les citoyens ont le choix. Et ça, en termes d'intérêt général, c'est essentiel parce que ces acteurs-là développent de l'emploi, développent des nouveaux modes de déplacement. Et puis surtout, on a notre solution souveraine qui s'appelle OnlyMove et qui nous permet d'accompagner les trajets de nos citoyens en s'affranchissant de plateformes mondiales, mais surtout en cultivant le partenariat avec un grand nombre d'acteurs qui fournissent les données. Et puis,
Un autre exemple, To2Go. Alors, To2Go, c'est une plateforme de services et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'on a mis en place, pour favoriser l'innovation, le fait que dès lors qu'on a un service qui est ouvert, par exemple l'encadrement des loyers, le dernier service où vous pouvez calculer en fait si votre loyer est dans le cadre, entre dans le cadre des loyers maximum et minimum identifiés. Et donc, ce service-là, dès lors qu'on ouvre un service, on a l'open data par défaut derrière. Donc, toutes les données qui alimentent To2Go sont ouvertes par défaut. Et en retour, on va dire, notre équipe données métropolitaine, elle va aller identifier les nouvelles données ouvertes et informer l'équipe To2Go qui pourra imaginer de nouveaux services. Donc, il y a un vrai travail collaboratif et une vraie démarche d'innovation collective autour de la donnée, de l'ouverture de la donnée et de l'ouverture des services qui vont être inventés, développés à travers l'ouverture de la donnée. Alors, il y a une première question, peut-être qu'on peut la prendre, Nathalie. Ouais. Donc, les données To2Go sont ouvertes par défaut. Est-ce que les algorithmes le sont aussi? Alors, non, pas pour l'instant. En revanche, la solution qui est utilisée par To2Go est open source. Donc, les algorithmes par eux-mêmes ne sont pas encore ouverts. Alors, on a eu la chance, donc je me permets de le saluer, de travailler notamment avec Anthony et Simon Chignard sur la question des algorithmes et de l'ouverture des algorithmes. Moi, j'y suis hyper sensible et je fais en sorte que ma collectivité se lance dans la démarche. J'espère que dans quelques temps, bon voilà, on avait un grand nombre de projets, on a été obligé de prioriser, mais il n'empêche que oui, il y a une démarche qui est certaine, c'est qu'on est vraiment dans une approche open source à la métropole. On a une délibération qui traite de la forge qu'on a initiée sur le territoire et on est très attentif à lier open source, open innovation, open data. Pour moi, c'est un triptyque indissociable. Donc oui, en open source pour To2Go, pour la solution To2Go, mais les algorithmes ne sont pas encore ouverts. Ça pourrait être le cas, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, on le voit, la donnée, finalement, c'est un modèle méthodologique d'innovation déjà dans son processus, lorsqu'on publie des données et qu'on les ouvre. Ça peut être aussi un modèle lorsqu'on structure des partenariats, hein, c'est ce que tu viens d'évoquer, mais je pense surtout que c'est aussi une ressource. Alors, ma connexion est instable. Est-ce que vous m'avez perdu ou est-ce que je suis toujours parmi vous? C'est bon? Non, on t'entend Voilà. bien. Est-ce que la donnée n'est pas en premier lieu aussi une ressource pour le processus d'innovation? Alors, je me suis permis de faire un schéma qui va… Alors, pour les personnes, je pense que ça va heurter certaines personnes, donc je m'excuse par avance. Mais voilà, j'ai voulu faire un parallèle avec un schéma qui n'est pas très élégant, hein, que j'ai fait rapidement. Mais j'ai voulu faire un parallèle entre le processus d'innovation et les principes des communs. Donc, je l'ai un peu évoqué, ce volet-là. Pourquoi j'ai fait ce schéma? Parce que pour favoriser l'innovation, on a besoin de quoi? On a besoin effectivement de l'open data, des données ouvertes. Pas que, on peut aller chercher des données et partager des données entre acteurs. Nous, on le pratique beaucoup, c'est-à-dire bien sûr qu'on favorise l'open data, c'est notre principe, mais on partage aussi d'autres données de pair à pair. Donc, une ressource, l'open data. Une gouvernance. Quand on est dans un process d'innovation, on favorise cette gouvernance inclusive, on prend des décisions en collectif, on a des règles. Et puis, il y a cet écosystème, cette communauté qui est engagée dans ces démarches d'innovation. Et ressources, règles, communauté, sont les principes fondateurs des communs. C'est comme ça qu'on reconnaît un commun. Et il m'a semblé qu'il y avait un lien très fort entre l'innovation au travers de l'open data et la question des communs. Et pour moi, évidemment, et moi je suis ravie qu'il y ait une démarche très forte au niveau de l'État sur la question des communs. On a des personnes qui sont très engagées dans ce processus-là. L'open data comme commun, c'est presque une évidence, hein, mais c'est important de se dire que pour favoriser l'innovation, il faut bien travailler ces trois principes et créer par là même un cadre de confiance. Donc, je trouve qu'il y a une résonance forte entre le processus d'innovation à partir de l'open data et les principes même des communs. Voilà, donc ça me semblait
c'est sans doute réducteur pour les communs, c'est bien au-delà de ça. Mais en tout cas, il y a une résonance forte entre les principes des communs et le cadre qui va permettre l'innovation. Je vous ai mis quelques sources dans mon PowerPoint donc que je partagerai pour aller voir notamment Olivier Jaspard qui travaille sur cette question de commun et action publique. Et puis, parce qu'il faut toujours un chat dans une présentation, c'était pour voir si j'avais besoin de réveiller tous les participants que je remercie encore. Pourquoi ce chat? Parce que ce chat, dans l'Égypte antique, il symbolisait l'agilité. Et pourquoi l'agilité? Parce que pour moi, le principe aussi d'un cadre favorable à l'innovation, c'est l'agilité. Il porte un nom lié à l'open data, ton chat, Nathalie? C'était avant que je sois administratrice générale des données, donc non, je ne révélerai pas le nom de ce chat. Je pense que ça ferait trop rire l'auditoire. Voilà. Je garde le suspense. Donc, on voit l'agilité comme une des conditions, en fait, pour que cette ouverture et cette innovation se déroulent dans de bonnes conditions. J'imagine qu'il y a d'autres conditions aussi qui permettent que tout se passe bien. Allez, je poursuis et merci pour ta question. Et donc, je rends hommage au premier administrateur général des données du secteur public en France, donc Henri Verdier. Henri Verdier, il a écrit avec Nicolas Colin un livre qui s'appelle « L'âge de la multitude ». Et ce qu'il a voulu dire, alors là aussi, ça va être très réducteur, mais j'essaye de synthétiser cette lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée, qui a été assez fondatrice pour moi dans l'approche de la donnée. C'est de dire que la valeur, elle se trouve dans la multitude et que c'est en réussissant à mobiliser la créativité, les savoirs, les idées d'un grand nombre d'entre nous, des citoyens qui sont formés, connectés, donc ça veut dire aussi beaucoup, ça veut dire qu'il y a une médiation derrière, il y a une inclusion à mettre en œuvre. Eh bien, quand on peut collectivement révéler de la valeur, partager de l'innovation. Et donc, l'idée, c'était vraiment, dans ce livre, de voir toutes les externalités positives qui pouvaient émerger du collectif. Et puis, est paru un rapport pour lequel Simon Chignard a d'ailleurs été un acteur majeur, et il est intervenu, je crois, il y a 2 jours sur la question des algorithmes. Il y a eu un rapport dans le cadre de la politique des données des différents ministères en France. Donc, il y a eu une démarche où tous les ministères en France ont fait part de leur feuille de route en matière de données. Donc, ça, c'était un acte fort cette année. Et tous ces ministères ont fait part donc de leurs enjeux et des objectifs qu'ils poursuivaient pour les années qui viennent en matière de données. Et dans ces feuilles de route, il y avait également ces feuilles de route étaient complétées par un rapport sur les compétences et les expertises en matière de données. Et c'était important, intéressant surtout parce qu'on a été nombreux à lire ce rapport et à se dire que les besoins qui étaient identifiés par l'État étaient bien évidemment les besoins qu'on a identifiés, nous, au niveau de nos collectivités, data scientists, ingénieurs données, techniciens de la donnée, etc. etc. Donc, ce qui est essentiel pour l'innovation et la donnée, ce sont les compétences dans nos collectivités. On voit qu'on est dans vraiment une phase de maturation et de maturité surtout. Et donc, cette maturité-là, on va en tirer bénéfice parce qu'on voit aussi que l'open data, je crois que c'est un phénomène assez global. On est en train de réinternaliser la valeur de la donnée et à innover pour nos propres services. On voit qu'il y a un phénomène intéressant qui consiste à se dire, mais on a ouvert des données, est-ce qu'on ne pourrait pas en bénéficier nous-mêmes en interne? Et on pourra y revenir. C'est un phénomène où on voit bien que les compétences qui ont cru dans les collectivités, eh bien, elles nous permettent de réintégrer l'innovation et la valeur au sein même de nos collectivités. Et puis, on a beaucoup partagé, nous, sur notre approche de la donnée. On a publié toutes nos études, toutes nos prospectives.
Et on a beaucoup travaillé avec Émile Loge, qui est un consultant sur l'innovation, qui travaille beaucoup avec la direction de la prospective et du dialogue public de la métropole de Lyon. Et il dit que les 2 facteurs importants, en résonance avec ce que je viens de dire, c'est bien les dynamiques d'apprentissage qui sont mises en œuvre sur le territoire et l'intensité des interactions entre les acteurs qui font qu'un territoire est innovant. Donc, on voit bien qu'il y a une forte corrélation entre la montée en compétences globales des citoyens, des acteurs économiques et donc avec la participation évidente de tout le corps académique. C'est là où on a vraiment un potentiel qui fait qu'on va innover sur un territoire et on va être en capacité de répondre aux nouveaux besoins des citoyens. Pour terminer là-dessus aussi, j'aime beaucoup ce terme de fiducie de données. J'ai beaucoup parlé de cadre de confiance, en tout cas il a apparu quelques fois dans mes slides. Au Québec, on parle notamment à Montréal de fiducie de données. Ça a été beaucoup mis en avant par Jacques Priol dans ses interventions. Ce cadre de confiance pour permettre en fait la révélation de l'innovation. Ça passe par la médiation, on en fait beaucoup, on en fait aujourd'hui. Ça passe par l'inclusion. Nous, on a le premier axe en fait de notre stratégie de la donnée, c'est d'aller faire en sorte qu'il y ait une vraie émancipation numérique des citoyens et qu'on inclut notamment les publics qui ne sont pas forcément avertis par rapport à la donnée. Et puis, donc, il y a ce terme empowerment qui a été traduit en capacitation par nos amis canadiens. Et je trouve que ce terme est très fort. Comment on fait en sorte que le citoyen s'empare de la donnée, crée, innove, propose des choses. Et ça, c'est vraiment important. On a travaillé avec les collèges. Il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus. Et puis l'éthique, c'est essentiel et l'acteur public peut être un tiers de confiance qui garantit que l'usage de la donnée et les innovations qui sont produites servent vraiment l'intérêt général et en tout cas bénéficient aux citoyens pleinement et permettent de développer un cadre de vie plus agréable. Et pour nous permettre d'être complètement convaincus entre les liens entre données et innovation, est-ce que tu as quelques exemples de fusion à citer? Quelques exemples en fait d'innovation au travers de la donnée. Quelque chose d'assez classique qui a lieu en ce moment et qui est beaucoup pratiqué dans les territoires, c'est évidemment des datathons, des hackathons, des challenges. Celui-ci, il est porté par le TUBA. Donc, je voulais montrer surtout l'importance de toute la dynamique tiers. Le fait d'être à l'extérieur de sa collectivité, le fait d'être à l'extérieur de sa structure publique, privée, de sa maison, de sa… donc, ce laboratoire d'innovation, le TUBA, qui a été assez précurseur en France, il nous permet, avec son collectif, donc on a des designers dans cette équipe du TUBA, on a des acteurs de l'innovation et surtout, on rassemble un grand nombre d'acteurs du territoire, des acteurs notamment économiques. On arrive à créer des nouveaux services, à innover. Et donc là, grâce à ce datathon déchets, on a rassemblé, vous voyez les partenaires qui sont visibles, Datactivist, qui est pour le coup un vrai acteur de l'ouverture de la donnée, mais aussi, en l'occurrence, là, c'est un projet européen. Donc là, on a des financements européens. Les financements sont évidemment, qu'on se le dise, essentiels à l'innovation. Il faut quand même des moyens pour innover et c'est important de se le dire, même si on voudrait innover, bien sûr, il y a l'innovation en mode low-tech, mais on a quand même besoin initialement de financement. Donc, le TUBA, un laboratoire qui nous a permis vraiment de développer la médiation à la donnée, de porter des projets. On a également, en interne, on a beaucoup de chance, un laboratoire d'innovation ouverte avec vraiment des collègues qui sont des experts de l'innovation. Donc, on a développé avec eux un lieu, une méthode et une démarche, Datagora. Et Datagora, en fait, on a développé avec l'Université de Lyon un espace où on accueille une maquette en Lego qui modélise le territoire et on va projeter sur cette maquette des données ouvertes et d'autres données qui ne le sont pas. Et notamment, par exemple, on est vraiment dans une démarche Datagora d'accompagnement des politiques publiques par la donnée d'intérêt général. Et dans ce cadre, on va, par exemple, le dernier on va dire, projet qu'on a mené, c'est de
d'identifier le potentiel de plantabilité du territoire. Combien d'arbres on peut planter sur les territoires? Et donc, sur cette maquette, on a projeté les réseaux, électricité, eau, etc. On a projeté les transports en commun, etc. Donc, tout ce qui est en sous-sol et donc sur le territoire pour pouvoir identifier les lieux où on pouvait planter des arbres. Et puis, un des derniers projets qu'on porte, là aussi toujours en collectif, donc l'innovation collective essentielle. Là, ce sont un collectif et une association, Belle Bouffe, qui a initié ce projet. Et Belle Bouffe, l'équipe de Tout de Go, notre équipe Erasme, etc., ça va être une cartographie du bien manger en local et c'est évidemment une base de données qui sera ouverte en parallèle et ça va nous permettre de lancer un crowdsourcing autour du bien manger avec tous les producteurs locaux, tous les lieux où on va manger des produits locaux, bio, les marchés, etc. Voilà, et j'ai terminé Là, là-dessus. C'est un peu expéditif, mais je pourrais y revenir. non, mais c'est bien parce qu'on a vraiment un aperçu de ce qui est fait, enfin, du dynamisme de votre territoire. J'imagine que vous avez quelques projets dans les cartons aussi. Allez, je termine sur des choses qui sont explorées, par exemple, aussi par la Bourgogne-Franche-Comté, le territoire numérique, le fait de mettre la data science au service de la stratégie d'achat public. Comment on peut acheter en ayant moins d'impact environnemental, comment on peut acheter en optimisant notre processus d'achat et nos marchés publics. Donc, il y a un grand travail justement sur la data visualisation des données ouvertes concernant les marchés publics, mais aussi d'un grand nombre de données en interne qu'on va croiser pour essayer d'avoir une approche stratégique de l'achat public. Il y a d'autres collectivités qui le font. Il y a la région Bretagne aussi qui travaille beaucoup sur l'impact environnemental de ces achats. Donc ça, notre data scientist est fortement mobilisé sur ce volet-là. On travaille aussi avec la FIG avec l'idée de transformer le numérique. Comment on fait en sorte que le numérique ait un impact positif sur notre environnement et sur notre environnement également personnel, sur les moyens de mieux travailler ensemble, de développer l'ouverture de la donnée environnementale. Donc ça se fait aussi en lien avec Open Data France. Il y a un projet commun sur la donnée verte. Comment on réussit à mieux observer le territoire. Ça, c'est un volet très important. L'IGN aussi se mobilise là-dessus pour pouvoir avoir les actions pour répondre à ces changements. Et on explore aussi beaucoup la question de la donnée personnelle, parce qu'on a une approche vraiment globale de la donnée, données personnelles, données du secteur privé et données du secteur public. Et on essaye de faire en sorte de développer des services qui vont s'appuyer sur les données personnelles sans que ces données personnelles soient transférées à des tiers. Donc là, on redonne le pouvoir aux citoyens sur ces données personnelles. Et donc, il y a notamment la question de l'accès aux droits et de la maîtrise des énergies. Je termine par cette citation. J'ai commencé par une designeuse architecte, je termine par une designeuse architecte. Neri Oxman, elle dit qu'elle ne sépare pas le design de la culture, que l'important, donc, c'est le langage de créativité qui porte un sens et qu'elle croit en l'équilibre entre rêver et construire, ce qu'on fait, j'espère, collectivement, on rêve et on construit. Mais surtout, elle a théorisé sa méthode d'innovation au sein d'un cercle. Dans chaque quart de cercle, elle a mis en premier lieu les sciences, ensuite l'ingénierie, ensuite le design et l'art. Et je trouve que cette approche est très enthousiasmante pour innover. Évidemment, je pense que ça a été beaucoup évoqué au gré de ces échanges. Il y a quelque chose qui est essentiel qu'on fait avec l'ensemble de nos partenaires. On fait avec nos partenaires les communes du territoire, avec nos partenaires privés du territoire. On travaille beaucoup sur la qualité de la donnée. Et la convention, le cadre conventionnel avec nos partenaires de la donnée, on a un engagement qui est demandé en matière de qualité de la donnée. Et notre data scientist et nos ingénieurs données travaillent beaucoup sur cette question des données. Évidemment, l'interopérabilité. On est très attentif aux standards français, évidemment, européens, internationaux sur les données mobilité. On est très attentif à l'évolution, par exemple, des derniers standards qui ont été lancés.
On ne va pas parler techno aujourd'hui, mais voilà, donc une grande attention là-dessus. On travaille beaucoup sur le versionning de nos données, la montée en qualité de nos données avec de nouveaux attributs. On a également des process en fait, de qualité qu'on est en train de mettre en place avec des outils de supervision de nos données. Et donc, évidemment, et d'ailleurs, c'est vraiment, je pense que c'est valable pour un grand nombre de collectivités. Au départ, il y avait un aspect très quantitatif, on ouvrait un grand nombre de données. Dorénavant, on est dans un process qualitatif. Donc, évidemment, je pense que vous avez évoqué les API. Nous, d'emblée, on développe, voilà, on fait en sorte que nos données soient APIsées. Et pour nous, c'est vraiment l'essence même. On travaille beaucoup avec les métiers en interne pour mettre en place des processus très automatisés qui vont chercher directement dans les bases de données sources, les bases métiers, pour éviter, et donc on a des systèmes d'ETL, de transformation et de données, et de mise au standard, etc. Donc, un gros travail sur la qualité. C'est essentiel. L'innovation, elle ne peut pas se faire si les données, enfin, on voit bien, je crois que c'est 80% du temps des développeurs est consacré au nettoyage des données, ça, c'est plus possible. Donc, c'est notre rôle quand on se positionne en tiers de confiance, c'est aussi en tant que conseil sur la qualité et la standardisation des données, la standardisation faisant partie de la qualité. On a un rendez-vous mensuel avec notre DPO, qui est donc un poste distinct du mien, et c'est très bien ainsi. Enfin, c'est même une pratique essentielle, même dans le règlement européen. En termes en plus de hiérarchie, il faut vraiment que le DPO soit rattaché au plus haut dans l'organigramme. Donc, un rendez-vous mensuel avec la DPO et, chose très importante, avec le RSSI, le responsable de la sécurité informatique. Donc, on se voit tous les trois. Et donc, on peut échanger sur nos problématiques et surtout, on échange sur tous les sujets en cours et ça nous permet de nourrir nos postes et de nourrir nos missions. Donc ça, c'est essentiel et il y a une vraie interaction avec la DPO et le RSSI en continu. La sécurité du territoire passant aussi, selon moi, c'est une analyse très personnelle, par une maîtrise complète du territoire, par une connaissance approfondie du territoire et l'open data, notamment sur les données géographiques, et un vrai facteur de sécurisation d'un territoire. Donc voilà, c'est... et puis, vous m'avez demandé des instances. Oui, on a mis en place une gouvernance interne et externe sur le territoire. On est dans une phase où on est en train de repenser complètement cette gouvernance. Mais en matière d'ouverture, on a la chance d'avoir une élue qui, d'emblée, nous a dit open data par défaut. Donc, on a un appui politique très fort. C'est essentiel pour la démarche d'ouverture des données et pour la démarche d'innovation. Et donc, on a quelque part un aval pour accompagner les directions, les métiers de notre collectivité dans l'ouverture de la donnée. Et quand on a, on va dire, un doute sur l'ouvrabilité d'une donnée, on l'a de moins en moins, les règles sont très claires, il n'y a pas, voilà, et en plus, les limites à l'ouverture sont très réduites, donc c'est une ouverture par défaut, eh bien, on va justement travailler, on a plusieurs instances en interne de notre direction, et si on a vraiment un doute parce qu'il y a un enjeu peut-être plus politique, on s'adresse directement à notre élu. Donc, on a la chance d'avoir un dialogue direct. Emeline Baume, c'est la première vice-présidente, donc on a beaucoup de chance. On est vraiment porté sur notre démarche d'ouverture de la donnée. Donc des instances en interne qui sont en voie de… on les reconfigure actuellement. Et une ouverture par défaut qui est devenue vraiment la règle. Et on s'attache beaucoup à vérifier le volet juridique. Donc, on a aussi des juristes qui sont beaucoup montés en compétences sur les questions numériques. On a vraiment maintenant des experts en interne et ça, c'est une chance énorme. Merci Nathalie, parce que c'était vraiment très inspirant. La présentation et les réponses aussi que vous donnez là. Oui, je voulais savoir si effectivement dans cette gouvernance que vous avez mis en place, il y a aussi les collègues des archives en fait, qui sont des experts de la donnée et qui ferment en quelque sorte si le cercle est fermé vraiment, le cercle de la donnée. Alors, moi, j'ai toujours… Oui, je vous en prie. Moi, j'ai toujours été effectivement très intéressée par la question de l'archivage
dans le secteur public, mais aussi l'archivage électronique, les règles qui s'appliquent en l'occurrence. On a beaucoup échangé sur le sujet. Pour l'instant, ça ne fait pas partie des métiers qui sont impliqués dans notre collectivité, alors que dans un grand nombre de collectivités, les archivistes sont souvent les premiers vecteurs d'open data, hein, ça j'en suis bien convaincue. En revanche, on est en train d'entamer une démarche avec notamment notre data scientist et avec les ingénieurs données sur la manière dont on archive nos données et quel processus on met en œuvre pour archiver correctement les données, pour respecter les règles évidemment de l'archivage, mais aussi pour s'assurer que cet archivage ne va pas avoir d'impact sur l'accès à l'historisation de la donnée. Parce que l'historique des données, pour créer des services prédictifs, prescriptifs, on a besoin de l'historisation des données. Donc, on essaie de trouver le bon équilibre entre donner accès à l'historique des données, archiver correctement nos données dans les règles, et puis j'espère vraiment sincèrement que les démarches d'archivage électronique intégreront pleinement la question de la donnée. Ça, ce n'est pas encore en œuvre dans notre collectivité, mais j'espère pouvoir, dans les années qui viennent, inclure plus directement les archivistes.